Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session de l'information dont voici les titres. Pour commencer, lancement officiel du projet d'appui à la résilience des écosystèmes et de la promotion d'une économie verte, sociale et solidaire dans les zones périphériques de transition du parc d'Ouvé, des communes de Malanville et de Karimamman dans la matinée de ce mercredi 26 novembre 2025 à Malanville. C'était en présence de la première autorité communale, Guidami Gado, et bien d'autres invités. Les autres détails sont à suivre dans le développement. Bonne nouvelle dans le secteur éducatif de Malanville. Les collèges d'enseignement général de la commune ont bénéficié d'une augmentation des enseignants. Vous aurez plus de précisions tout de suite. Il est célébré le 25 novembre de chaque année la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et quel est l'état des lieux ici dans la commune de Malanville? Élément de réponse dans quelques instants. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter la revue de presse en fin d'édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à chacun et à tous. Je venais de l'annoncer il y a quelques instants. Projet d'appui à la résilience des écosystèmes et la promotion d'une économie verte, sociale et solidaire dans les zones périphériques de transition du parc d'Ouvé des communes de Malanville et Karimamman. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu dans la matinée de ce mercredi 26 novembre 2025 à l'hôtel Sota. Objectif renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés locales riveraines du parc d'Ouvé tout en promouvant une économie verte, solidaire et inclusive. Était présent la première autorité communale, Guidami Gado, des sages et têtes couronnées et d'autres acteurs de développement venus des communes de Malanville et de Karimamman. 9 villages bénéficient au total de ce projet. Vous aurez plus de précisions dans nos prochaines éditions. Et je l'avais également annoncé, la communauté internationale a commémoré hier mardi 25 novembre, comme à chaque année, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette commémoration vise à sensibiliser le public à la violence faite aux femmes et aux filles, à renforcer les politiques et les ressources pour l'éliminer et dénoncer les stéréotypes de genre qui y contribuent. Elle cherche également à sensibiliser à la réalité de ces violences à la fois dans les zones de conflit et dans le quotidien, et puis à encourager la prévention, la protection des victimes et l'accompagnement global de celles-ci. À l'occasion de cette célébration de l'édition 2025 de cette journée, nous nous sommes rapprochés du chef du guichet unique de protection sociale de Malanville. Il part de l'historique suivi de la définition de cette journée. Extrait des propos de Cédric Assoba. Chaque 25 novembre, le monde entier célèbre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Il faut dire que cette journée a été actée par l'Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1999 sur proposition de la République dominicaine. Et pour un peu d'histoire, il faut dire que cette proposition de journée par la République dominicaine est arrivée à la suite de l'assassinat le 25 novembre 1960 de 3 sœurs Mirabal, militantes politiques dominicaines commanditées par un dictateur de ce pays. Donc c'est ça qui a été la principale raison qui a conduit la proposition de cette journée actée par les Nations Unies depuis 1999. Je profite en même temps pour dire que cette proposition a donné lieu à la définition de la violence à l'égard des femmes comme tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin, causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tel acte, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.
Dans cette même logique, il fait l'état des lieux en ce qui concerne les violences à l'égard des femmes de la commune de Malanville et les actions menées par le guichet unique de protection sociale pour son éradication. Suivez les explications de Cédric Assoba. En termes d'état des lieux, je dirais que tout type de violence à l'égard des femmes sont encore poignantes dans la commune de Malanville. Nous avons le péril sécuritaire qui favorise un développement et également un changement dans la manière dont ces violences-là se manifestent dans la commune de Malanville. Dans un premier temps, le GUS procède par la prévention à travers des sensibilisations sur les textes de loi qui existent et à travers la communication sur le circuit de référencement. Aujourd'hui, nous avons, par rapport à la dénonciation des violences basées sur le genre, nous avons la ligne verte qui est le 138 au niveau du ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui permet à toute personne, témoin ou victime de violences faites aux femmes, d'appeler, de dénoncer. Lorsque cette dénonciation anonyme se fait, le GUS est en même temps interpellé pour que des actions soient faites dans ce sens-là. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est que nous avons tout un paquet de services que nous offrons pour l'accompagnement des victimes de violences basées sur le genre. Selon le cas, en tout état de cause, ces victimes bénéficient d'un soutien psychologique, de référencement et de l'assistance nécessaire, que ce soit sur le plan juridique et judiciaire par l'Institut national de la femme, pour que leurs problèmes soient réellement résolus. La campagne de la Journée internationale pour l'élimination de la violence plutôt à l'égard des femmes cette année est concentrée sur le monde numérique. C'est pourquoi le chef du guichet unique de protection sociale de Malanville explique et prévient les auteurs de toute violence à l'égard de la femme des peines qu'ils courent en s'adonnant à cette pratique, puis appelle les femmes et les filles à la méfiance. On écoute Cédric Assoba, chef du guichet unique de protection sociale de Malanville. Un homme auteur de violence envers une femme peut s'attendre à subir la rigueur de la loi. Le mariage, le viol, tout type d'abus sexuels, le harcèlement sexuel, les mutilations génitales féminines, le gouvernement fait une tolérance zéro sur ce type de violence-là. En dehors de ça, il y a d'autres types de violences qui peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires. Cette année, le thème tourne autour de la violence numérique contre les femmes et les filles aujourd'hui. Et donc, la violence numérique aujourd'hui devient une nouvelle thématique, d'accord, créée par l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, que faire maintenant pour réduire cette violence, pour permettre aux femmes de ne pas subir la violence numérique? C'est cette éducation de la population-là qu'il faut aujourd'hui, pour leur dire que les données à caractère personnel doivent être le moins possible partagées sur les réseaux sociaux. Les filles ont l'habitude de faire des statuts, de mettre des vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a des prédateurs sexuels qui peuvent utiliser ces vidéos-là à des fins de chantage, que ce soit pour les jeunes filles ou que ce soit pour les femmes mariées. Donc, lorsque nous subissons ou nous voyons que nous avons un chantage de la part d'une personne, que ce soit par le biais de Internet, mais que ce soit par appel simple, il faut toujours contacter les structures de répression, le commissariat de police ou le GUS, pour voir quels conseils on peut donner dans ce cadre-là ou quelle orientation on peut donner pour que les personnes puissent avoir gain de cause. Nous sommes dans le volet éducation à présent. Soulagement dans le secteur éducatif à Malanville. 11 enseignants viennent d'être déployés au profit des collèges d'enseignement général de la commune. Une initiative du gouvernement qui met fin au manque criant de personnel enseignant dans nos collèges. Et c'est un véritable ouf de soulagement pour les responsables scolaires longtemps confrontés à des perturbations dans le déroulement des activités pédagogiques. La joie au cœur, le directeur du CEG 1 Malanville se réjouit de ce renfort qui permet désormais de tourner la page et d'assurer une meilleure prise en charge des apprenants. Suivez la réaction de Ouomounou Tama Bedari, directeur du CEG 1 Malanville.
le CEG Mananville vient de recevoir au niveau de la commune 11 professeurs qui sont dignes vraiment d'être appelés professeurs. Nous remercions donc les autorités au niveau de la diaspora, surtout celles qui sont au niveau du ministère. Nous avons reçu 11 professeurs dans la commune, dont 2 professeurs de français, un à Wolo, un au CEG Tumboutou et au CEG Mananville. Lui sera dans 2 collèges. Un professeur d'histoire géo, qui est d'ailleurs fils de Mananville, en la personne de M. Bakuta Toulafou. Il sera au CEG Mananville et au CEG Tumboutou. Nous avons reçu 2 professeurs en mathématiques qui ont tous fait la série C. Nous disons encore une fois merci aux autorités. Ils seront au niveau du CEG Mananville et du CEG Tumboutou. Le deuxième, lui, sera au niveau du CEG Wolo et du CEG. Il va faire 3 collèges. CEG Wolo, Tumboutou et Garou. Nous avons reçu 3 en PCT, donc physique. 1 sera entre le CEG Wolo, le CEG Tumboutou et le CEG Garou. Donc il sera parmi ces 3 collèges. Une, qui est une dame, sera au CEG Mananville et l'autre sera aussi au CEG Mananville. En philosophie, où on avait des heures non couvertes, nous avons eu un professeur qui sera au CEG Mananville. En SVT, nous avons eu 2. L'un sera entre le CEG Mananville et le CEG Garou. L'autre va faire CEG Mananville et le CEG Tumboutou. À l'heure où nous parlons, je pense que toutes nos heures sont pratiquement couvertes. Vous voyez, notre joie. Il n'y aura plus de flânerie au niveau de nos élèves. Et à la question de savoir à quelle préoccupation répond cette action au niveau de nos établissements scolaires, voici ce que répond le responsable du CEG Mananville. On écoute Oumu Tama Bedari. D'abord, le premier point, c'est les heures non couvertes. Donc, il y avait des heures non couvertes. Les élèves viennent, vous les voyez souvent jouer là, à l'entrée, parce qu'ils n'ont pas de professeur. Donc, tous les élèves seront désormais occupés. Le deuxième point est purement pédagogique. La progression dans le programme. Vous voyez, on a commencé en septembre, octobre, novembre. Maintenant, on reçoit des professeurs. Donc, les heures qui n'étaient pas couvertes, les cours qui n'avaient pas été faits pour le moment, les heures là seront couvertes. Et les professeurs qui viennent d'arriver vont essayer de rattraper pour que ces enfants-là soient au même niveau. L'autre point, c'est les résultats au niveau des examens. Si, jusqu'en janvier, ils n'avaient pas de professeur, imaginez ceux qui seront en classe supérieure. Ceux qui sont en 4e, s'ils vont passer dans ce contexte-là, en 3e, ils n'auront pas le niveau dans les classes d'examen. Ceux qui sont en première, s'ils vont passer comme ça en terminale, ils n'auront pas le niveau qu'il faut. D'où les mauvais résultats. Mais avec ce qui vient de se passer, c'est une joie. Nous sommes sûrs, nous allons réussir à les convaincre pour rattraper afin de couvrir entièrement le programme et d'être au même niveau que les autres. Dès que ces professeurs qui viennent d'arriver vont commencer les cours, ils vont rattraper. Et après un certain temps, ces élèves qui n'ont pas pu composer vont composer aussi. Donc avant le deuxième devoir du premier semestre, ils vont composer leur premier devoir. Mais ils composeront tous ensemble les deuxièmes devoirs. Il y aura aussi les évaluations ponctuelles d'étapes, c'est-à-dire les interrogations que ces professeurs-là peuvent faire après 2 semaines, 3 semaines de cours. Ils peuvent faire les interrogations pour que tout le monde soit au même niveau. D'une information à une autre, à Bodjikali, les producteurs de champs écoles paysans, appuyés par le primat, ont procédé il y a quelques jours à la récolte du riz issu de plusieurs mois d'apprentissage sur la parcelle école. Les techniques maîtrisées au CEP ont permis d'obtenir les résultats nettement améliorés. Retour sur les acquis et les performances enregistrées dans ce reportage signé Fauziato Zimi. Suivez. Tous ceux-là qui sont autour de le développement de cette technologie ont déjà vu l'intérêt qu'il y a autour de cette technologie. Ces techniques utilisées dont parle le technicien spécialisé riz ne sont autres que le système de riziculture intensif SRI et l'enrôlement de l'urée à l'huile de Nîmes. 2 techniques qui ont montré leur efficacité à la récolte du riz cette année. Adamou Sabo Asso, facilitateur riz prima à Mananville. On a environ au niveau de la parcelle traitée 6,15 tonnes à l'hectare au niveau de la parcelle traitée. Au niveau de la pratique paysanne, on a 4,5 tonnes à l'hectare. Donc vous voyez déjà qu'il y a une grande différence. Ça veut dire que les enseignements, c'est-à-dire les thématiques qu'on a déroulées autour des champs, ça nous a permis quand même d'avoir un bon rendement. Ça nous a permis quand même de dépenser moins. Même au niveau de la semence, on a utilisé peu de semences. Au niveau d'engrais, urée, on a utilisé peu d'urée. Alors que quand on va de l'autre côté, on a utilisé plus. Donc les dépenses de l'autre côté sont moins et on a gagné plus. Nouroudine Saka, technicien spécialisé riz à la cellule communale de l'ATDA Pôle 1 Ranchéry.
Ah oui, le changement, ça c'est strict. À voir déjà, on le sent. D'abord, depuis l'installation de la culture jusqu'à ce jour de récolte, à voir déjà le cycle de développement des plants déjà, on sent qu'il y a un changement. Parce que le truc se fait de sorte qu'il y a un champ témoin à côté. C'est-à-dire ça nous permet de faire des comparaisons. À travers les comparaisons, on sent déjà qu'il y a une amélioration. Et à travers le rendement de la récolte qui est déjà faite ici, les quelques pesées que nous avons eu à faire après extrapolation, on s'est déjà rendu compte qu'au lieu de 4 à 5 tonnes à l'hectare, nous sommes allés au-delà de 6 tonnes, un peu plus de 6 tonnes. Donc ça veut dire qu'on ne peut que vraiment apprécier et accepter cette technologie afin de changer les conditions de vie de nos braves producteurs. Le chef du groupement des producteurs de riz de Boudjekali revient sur les bénéfices que le champ école paysan leur a apporté. Sincèrement, ce que Prima nous a montré a aidé à faire dans le CEP. Sincèrement, c'est très bon. Parce que avant, nous faisions ça individuel comme nous, en tant que le producteur. Maintenant, comme le Prima est venu pour faire une centre d'école dans notre village, il y a un changement que j'ai vu. Par rapport au rendement, j'ai vu qu'il y a beaucoup de changements. Et par rapport aux insectes, les mauvais insectes, j'ai vu encore des changements encore dedans. Parce que si on a mis urée enrobé dans le champ, il y a beaucoup de changements que j'ai vu. Parce que tu ne peux pas dépenser beaucoup et les maladies qui sont dans les champs ne doivent pas gêner le champ. Et c'est à ça que j'ai vu que maintenant, sincèrement, on a trouvé beaucoup de rendement dans notre champ. Cette récolte a donc confirmé l'efficacité des techniques enseignées par le Prima. Les producteurs ont tiré de meilleurs rendements et constaté des améliorations significatives. Cette campagne restera pour eux une référence. Preuve que la formation pratique et l'encadrement rapproché peuvent véritablement transformer les résultats sur le terrain. Mesdames et messieurs, à présent, nous prenons un coup de pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Et nous sommes dans le mai précisément à Porto-Novo où le ministre des enseignements maternels et primaires, celle de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, puis le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale était le lundi 24 novembre 2025 devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale pour présenter et défendre le projet de budget gestion 2026 de leur département respectif. Un budget élaboré en conformité avec les orientations du budget général de l'État. Je vous invite à suivre Salimane Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires. Nous pouvons retenir que pour le compte de l'année 2026, le ministère des enseignements maternels et primaires est doté d'un budget de 210 milliards 69 219 000 francs CFA. Et ceci permet de couvrir tous les programmes essentiels de ce ministère, à savoir pilotage et soutien au système, accès, équité et rétention, et puis qualité de l'enseignement. Et quand vous prenez le deuxième programme, vous voyez déjà tout ce qui est lié aux infrastructures scolaires, vous voyez tout ce qui est lié aux équipements dans les écoles, vous voyez ce qui est lié à la mise à disposition des enseignants que ce budget-là a pris en compte, et beaucoup plus tout ce qui est lié à la rétention. Et en termes de rétention, le gouvernement de l'État béninois continue avec sa politique de cantine scolaire. Au niveau des cantines scolaires, il y a une augmentation sensible de plus de 4 milliards de francs CFA. Il est prévu que pour le compte de l'année scolaire 2025-2026, que nous recrutions un peu moins de 3000 enseignants pour combler le déficit. Alors c'est prévu 2912 AME à recruter. Nous avons aussi que les nouvelles classes qui vont être ouvertes, en plus des anciennes, vont être dotées pour les cours d'initiation et cours préparatoires de manuels scolaires, de cahiers d'activité, que ce soit en français. Globalement, les députés sont satisfaits de nos prévisions. Ils ont estimé que c'est des prévisions qui sont en arrimage avec les résultats attendus du ministère à travers les objectifs que nous avons fixés. Cependant, ils n'ont pas manqué d'avoir des préoccupations pour que nous puissions aller beaucoup plus en avant. 63%, c'est le taux de budget gestion 2026 au ministère de l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle. Écoutons Véronique Taïfodé.
Le budget du ministère des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle est passé de 190 milliards en 2025 à 311 milliards en 2026, soit une hausse de 63%. À partir de 2026, nous aurons le démarrage de travaux de construction de 5 lycées scientifiques à Abomey-Calavi, à Abomey, à Lokossa, Parakou, Natitengu et l'école normale supérieure scientifique de Porto-Novo pour lesquelles les entreprises ont déjà été recrutées. Celui également du lycée des jeunes filles d'Abomey et la réalisation des études pour la réhabilitation des anciens lycées de jeunes filles de Parakou, Natitengu, Porto-Novo, Ouida et Lokossa. Le démarrage de la construction de plusieurs lycées techniques agricoles et les écoles de formation professionnelle agricole. Le démarrage de la reconstruction de certains lycées techniques professionnels existants tels que ceux de Djakotome, Natitengu, Tchaourou, Lokossa, Boikon. Le démarrage de la construction de l'école des métiers du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des autres écoles de métiers. À côté de ces travaux de construction qui démarreront en 2026, nous aurons aussi le recrutement et la mise en formation de nouveaux enseignants au profit des lycées techniques professionnels, la poursuite des actions de valorisation des matières scientifiques, la construction, la modernisation de l'équipement des établissements de l'ESG. Nous aurons également le recrutement et la formation des professeurs adjoints pour l'obtention du CAPES et du CAPET, le recrutement et la formation du personnel d'encadrement, notamment les inspecteurs et les conseillers pédagogiques, la mise en œuvre du plan de déconcentration et de décentralisation, le renforcement des programmes d'alphabétisation et de promotion des langues nationales, l'amélioration du système d'information et du pilotage du secteur. Les députés ont manifesté leur total intérêt, surtout tout en présentant la mission du ministère de la Défense nationale à son ministre de tutelle a énuméré le budget gestion 2026 de son département. On écoute Alain Fortuné Nouati. Le ministère de la Défense nationale a pour mission principale de préserver l'intégrité du territoire, d'une part, et deuxièmement, créer un climat de sécurité favorable au déplacement des personnes et de leurs biens, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur par la police. Pour réussir cette mission, un budget lui est affecté. Ce budget comprend plusieurs volets, dont essentiellement 1. La formation des militaires, 2. Leur équipement et 3. Leur vivre, c'est-à-dire les mettre dans des conditions de vie et de travail pour leur permettre d'assurer efficacement leur mission qui est de défendre l'intégrité du territoire. Cette année 2025, donc pour le budget de 2026, le budget a connu une légère augmentation. Déjà parce que l'année dernière, nous avons déjà connu une bonne augmentation. Donc cette augmentation a été maintenue pour 2026. Telles sont les grandes lignes. Quand nous avons présenté le projet de budget 2026, les honorables ont été favorables. Ils ont dit même qu'ils auraient souhaité une petite augmentation sur ce budget, vu que beaucoup de défis restent à lever, surtout pour 2026. Je les ai rassurés pour dire que tous les défis seront pris en compte dans ce budget. Mesdames, Messieurs, cette fois-ci, je vous invite à suivre la revue de presse de Lukman Olukiwo. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Hier mardi, 6 membres du gouvernement Talon étaient devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Et ce mercredi, Fraternité en fait sa manchette. Le journal, tout comme le Télégramme, parle de défilé de ministres qui se poursuit devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Ceci dans le cadre de l'étude du projet de loi des finances gestion 2026. Il s'agit, précise la publication, du ministre du cadre de vie et de transport, José Didier Tonato, en charge de l'énergie, de l'eau et des mines, qui a défendu dans la matinée pour ce département ministériel la bagatelle de 455 milliards 764 millions de francs CFA avant de revenir dans l'après-midi pour le ministère de l'énergie, de l'eau et des mines, dont il a également en charge une prévision budgétaire de 175 milliards 273 millions de francs CFA pour 2026. Il y avait aussi, selon le Canard de Ménotin, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, qui a présenté une dotation budgétaire de 90 milliards 658 millions pour l'année prochaine. Le ministre du Numérique et de la Digitalisation, Adam Aurélie Soulé-Zoumarou, qui a défendu un projet de budget de 27 milliards 238 millions de francs CFA, du ministre des Sports, Benoît Dato, avec une allocation budgétaire de 30 milliards 650 millions de francs
francs CFA du ministre de la Santé Benjamin Oupati, qui lui l'a présenté à la commission budgétaire du Parlement, un projet de budget de 198 milliards de francs CFA, et du ministre de l'Industrie et du Commerce Shadia Alimato Assouma, qui a présenté un budget de 8,93 milliards de francs CFA contre 6,34 milliards en 2025. Les confrères publient les détails sur chaque département ministériel et donc résume en titre le pays émergent. À l'Assemblée nationale, les ministres défilent pour défendre le budget exercice 2026. Pendant ce temps, dans la suite, le Télégramme rapporte que plusieurs recours sont déjà devant la Cour constitutionnelle contre la révision de la Constitution. En effet, renseigne le quotidien, plusieurs citoyens ont formé des recours à la Cour constitutionnelle pour attaquer des aspects du processus ayant conduit à la révision de la Constitution au Bénin. Ces recours visent principalement le déroulement des débats parlementaires et la légitimité du vote final. Certains recours portent sur les conditions du déroulement, notamment la coupure d'électricité survenue pendant les sessions à l'Assemblée nationale, et d'autres recours concernent la recevabilité de la proposition de loi déposée le 30 octobre 2025, précise la publication. Occasion pour le matinal de clarifier les compétences de la Cour constitutionnelle. À la faveur de la révision constitutionnelle actée le 15 novembre, fait savoir le Canard, le législateur a procédé à un réaménagement d'importance des attributions de la Cour constitutionnelle, clarifiant désormais la frontière entre ses compétences et celle des juridictions d'ordre judiciaire. En tout cas, au chapitre politique, l'après-révision laisse un goût amer pour certains députés de la mouvance présidentielle, selon Matin Libre. Le journal dénombre au total 20 députés actuels non reconduits sur les listes de l'Union progressive, le Renouveau et du Bloc républicain. Pourtant, ils ont accordé leur voix pour permettre la révision de la Constitution. Mais alors même que cette révision rallonge à 7 ans le mandat du député, leur nom ne figure pas sur les listes des partis politiques Union progressive, le Renouveau et Bloc républicain pour les législatives de 2026. La thèse la plus probable, spécule le journal, c'est qu'ils ont été bluffés une fois que l'objectif est atteint, c'est-à-dire le vote obtenu. Matin Libre sursu que leurs noms peuvent être rayés de la liste. Mais tempère le journal, il se peut aussi qu'on leur promette autre chose. Mais quoi, au point qu'ils acceptent ne pas être députés pour 7 ans, se demande mon confrère. Sans commentaire. Ainsi, pour finir, le Télégramme rapporte qu'un vendeur de bouteilles magiques est interpellé à Alada. En effet, c'est un présumé escroc spécialisé dans la vente des objets mystiques destinés à la multiplication de l'argent qui a été interpellé par la police dimanche 23 novembre dernier à Alada. Ceci, après plusieurs semaines d'enquête, cet homme appartenant à un réseau d'escroquerie a été interpellé par la police républicaine. Le journal en publie les détails et renseigne que l'enquête se poursuit afin de démanteler tout le réseau et mettre la main sur les complices encore en fuite. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi pour l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce mercredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette randonnée informative. Merci pour votre attention. Je suis Dokas Orisha à la présentation, mise en onde à Abubakar Doko et à l'édition Ousmane Tinola. Excellente suite de journée à chacun et à tous. C'était Souta Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Souta FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité.